Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 mai. À la une de l'actualité, sous le haut patronage du président de la République, le Premier ministre a présidé une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Algérie est engagée pour un journalisme responsable imposé par la conjoncture actuelle. Les détails dans quelques instants. Vent de résistance dans les territoires rattachés à la France où les populations subissent des inégalités profondes et des crises sociales récurrentes. Illustration ce soir avec le résistant Hervé Pinto, persécuté depuis 10 ans. Il s'exprime en exclusivité pour la télévision algérienne. Ouverture des assises nationales de la prévention et de la lutte contre le cancer. Les spécialistes doivent élaborer une stratégie nationale contre cette pathologie pour l'horizon 2035. 60 000 nouveaux cas en moyenne sont enregistrés chaque année dans le pays. L'intelligence artificielle pour diminuer les risques dans le monde des finances. Sujet d'une rencontre internationale à l'université de Sétif. Cet outil peut grandement influencer la prise de décision. Les détails tout à l'heure. Fin du Festival des sports d'Alger, une édition d'une grande richesse émotionnelle. Nous irons dans 3 sites de la capitale où différentes activités ont été proposées au public. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, je vous le disais en titre, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui a présidé ce samedi une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombre de ministres et responsables d'entreprises médiatiques nationales et des représentants de la famille de la presse. Et à l'occasion, le ministre de la Communication, Mohamed Bziane, a abordé la réalité de la presse nationale et ses défis dans le cadre de nouveaux rôles et responsabilités. Yasmine Massoudi. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Algérie célèbre des réformes significatives qui ont marqué le secteur de l'information. L'État a mis en place des initiatives concrètes pour promouvoir un journalisme libre, indépendant et responsable. Le soutien aux médias nationaux ainsi que les réformes du secteur audiovisuel témoignent de cette volonté d'encourager une presse de qualité dans le respect des valeurs démocratiques et de la liberté d'expression. Je tiens à rappeler l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République à la presse nationale et au métier de l'information et de la communication, comme en témoigne la consécration de la tradition des entrevues périodiques accordées aux médias pour éclairer l'opinion publique. La préservation de l'image de l'Algérie est également une priorité. Cette dernière fait face à une guerre médiatique visant à salir son image, à freiner son processus de développement et à semer la confusion par la diffusion de fausses informations. Je renouvelle à cette occasion mon appel aux médias nationaux à la mobilisation pour contrer cette agression médiatique éhontée dans le cadre d'un front médiatique uni. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à des défis considérables, notamment en menant une guerre médiatique pour faire face à la propagation de fausses informations visant à déstabiliser le pays. D'où l'importance du rôle des journalistes qui mènent un combat quotidien pour faire face aux fake news et cherchent à rétablir la vérité tout en assurant une information fiable face à ces menaces. Aujourd'hui, on est face à des guerres d'algorithmes où nos adversaires ne sont pas connus, sont derrière des écrans. Donc aujourd'hui, nous, en tant que journalistes, nous devons investir cette arène invisible avec force et détermination pour prouver, pour redorer l'image de l'Algérie et dire que ce qui se dit derrière les écrans dans des boîtes noires est loin d'être la réalité. Je pense qu'on vit dans un moment crucial dans les relations internationales, géopolitiques, et l'Algérie a un rôle justement. Malgré les difficultés, le pays continue sa mue et poursuit ses réformes tout en défendant ses principes fondamentaux. La presse en tant que pilier de la démocratie reste essentielle dans ce processus à travers une information crédible, vérifiée et indépendante.
Et plus tôt dans la journée, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs de la profession et a récité la Fatiha à la mémoire de leurs âmes. La cérémonie s'est déroulée à la place de la Liberté en présence de plusieurs directeurs d'institutions médiatiques, dont le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, et nombre de journalistes et de professionnels des médias. Et ce communiqué du Haut Commissariat à la Mazirité, au moment où l'Algérie est confrontée à plusieurs défis régionaux et internationaux complexes, des partis isolés tentent vainement de porter atteinte à l'intégrité sociale nationale en recourant à un discours haineux et en s'attaquant à une de ses constantes authentiques, la composante amazigh. Des tentatives organisées et financées, amputées sur une seule réalité incontestée. L'Algérie est un État uni avec un peuple riche de sa diversité et une identité inclusive consacrée clairement par la Constitution. La Constitution qui, dans son préambule, puis ses articles, garantissent l'unité nationale et reconnaît explicitement et fermement la langue amazigh comme langue nationale et officielle aux côtés de la langue arabe, exprimant sa profondeur historique et civilisationnelle enracinée dans cette noble terre. Et tout en saluant le contenu de ce texte référentiel, nous valorisons l'arsenal juridique adopté par l'État pour faire face au discours prônant la haine, à commencer par la loi interdisant la discrimination et le discours haineux qui vient protéger l'espace public et les institutions de toute tentative visant à semer la fitna, de porter atteinte à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Il est grand temps d'assécher complètement les tribunes de la fitna et d'être intraitable avec toute personne tentant de porter atteinte aux composants de l'identité nationale, islamique, arabe et amazigh, qui constituent des piliers de l'identité algérienne inclusive. Le discours de provocation ne reflète pas la liberté, mais une trahison au principe du vivre ensemble et constitue une menace à la sécurité nationale. Partant de ce principe, il est impératif d'activer l'ensemble des textes juridiques en rapport sans aucune hésitation et nous appelons la justice à appliquer rigoureusement les textes juridiques garantissant la protection de l'État, préservant ses symboles, ses constantes, son intégrité et sa sécurité nationale. La sécurité nationale n'admet aucune complaisance et l'identité nationale ne peut être sujette au doute ou la surenchère. L'Algérie est unie avec son histoire, ses langues, ses principes et son intégrité territoriale. Tous ceux qui parient sur le contraire se fourvoient et se leurrent. Fin du communiqué. Et le parquet de Dar el-Baïda a ordonné l'ouverture d'une enquête et l'arrestation de Mohamed El Amin Belrite suite à une large diffusion sur les réseaux sociaux d'une interview controversée. Dans cet entretien avec une journaliste de Sky News Arabia, l'intervenant a qualifié la mazirité de projet franco-sioniste, des propos jugés attentatoires à l'unité nationale, aux constances de la nation et aux principes constitutionnels algériens. Présenté ce jour devant la justice, il est poursuivi notamment pour atteinte à l'unité nationale, diffusion de discours de haine et discrimination. Et à l'issue de son audition, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire. Ouverture des travaux du 38e congrès de l'Union interparlementaire arabe au Centre international de conférence Abdelatif Rahal à Alger. Cette session se tient durant 2 jours sous le slogan « Le rôle du Parlement arabe à la lumière des changements régionaux et internationaux » et avec la participation de délégations parlementaires des différents pays arabes. La première journée a été marquée par des séances de travail incluant les interventions des présidents des parlements et conseils suivies de discussions sur des rapports et propositions concernant le fonctionnement de l'Union ainsi que son orientation future, incluant également les réunions des comités permanents. Et ces travaux entrent dans le cadre du renforcement du travail parlementaire arabe commun et la concertation autour des questions d'intérêt commun sur la scène régionale et internationale. Lors de son allocution, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a insisté sur l'importance d'activer la diplomatie parlementaire afin de dénoncer les agissements de l'occupant sioniste. Bourali a également exprimé son rejet de tentatives visant à cibler l'UNRWA, que ce soit par la remise en question de sa neutralité ou par l'assèchement de ses ressources financières.
Et le soutien à la cause palestinienne est source de suspicion en France. Le ministre de l'Intérieur décide de dissoudre l'association Urgence Palestine, se justifiant de lutter contre des dérives idéologiques. La décision suscite de vives réactions dénonçant un nouvel acte islamophobe initié par l'extrême droite du pays et ses relais au pouvoir. Amira Sefta. Bruno Retailleau persiste et signe en décidant de dissoudre l'association Urgence Palestine. Une décision à travers laquelle il prétend lutter contre les dérives idéologiques, défiant ainsi les voix citoyennes et humanitaires qui ont dénoncé le génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza. Retailleau confirme l'acharnement contre les organisations de solidarité avec la Palestine. Une procédure qui s'inscrit en continuité de la persécution pénale et administrative frappant le mouvement de solidarité. Interdiction de manifester et de se réunir, condamnation pénale lourde. Il déconsidère nos institutions. Il défile d'ailleurs en inversant les valeurs pour dire que la police tue, ce qui est faux puisque la police nous protège, notre bouclier. Il défile avec les islamo-gauchistes le 9 novembre 2019. Ils sont en pleine dérive communautarisme parce que derrière ce drapeau, c'est quoi ? C'est le clientélisme. Le ministre islamophobe applique des méthodes fascistes pour faire taire les voix de la paix, alors qu'il n'a pas eu un mot pour condamner l'attaque d'un groupuscule nazi à Paris. Je suis devant le commissariat de ma ville, le drapeau français est en berne. On se demande pourquoi. Je viens de recevoir un courrier à l'entête du ministère de l'Intérieur et ils nous disent « Je vous informe que le gouvernement a l'intention d'engager la dissolution d'Urgence Palestine, dont vous êtes un des dirigeants, blablabla, blablabla. » À l'heure où le peuple palestinien fait face au génocide, à la famine, à l'heure où ils veulent détruire, anéantir le peuple palestinien, que fait le gouvernement français? Il veut dissoudre notre organisation, notre collectif. Mais cette dissolution soulève une question plus large. Dans un État démocratique, peut-on encore défendre une cause sans être soupçonné d'extrémisme? À l'heure où les tensions internationales traversent le débat national, la République semble vouloir reprendre le contrôle du récit. Mais en agissant ainsi, elle risque de faire taire une parole qui dérange. Et au fond, une question demeure. Qui peut encore parler et jusqu'où? Si Retailleau et son gouvernement pensent qu'on va reculer d'1 millimètre de nos convictions politiques, ils sont dans l'illusion totale. Aujourd'hui, on est encore une fois à Paris, déterminés, malgré la décision de vouloir dissoudre Urgence Palestine. En avançant des motifs fumeux qui masquent mal le fait que ce sont des prétextes pour faire taire les voix solidaires avec la Palestine, Retailleau confirme son soutien aux politiques coloniales, d'apartheid et de purification ethnique menées par l'entité sioniste. Et appelle en France à réhabiliter les langues régionales françaises, dénonçant une politique centralisée. Ces héritages sont souvent relégués au second plan. Leur enseignement reste marginal et leur reconnaissance limitée. Beaucoup y voient un effacement culturel déguisé. Yamina Saïdji. Dans une république qui se targue d'être le berceau des droits de l'homme, l'attitude de la France envers les langues régionales frôle l'hypocrisie. Tandis qu'elle impose le français comme langue unique de l'administration et de la vie publique, elle piétine sans scrupule les langues historiques parlées sur son propre territoire. Le corse, le breton, le basque, l'occitan ou encore les langues créoles en outre-mer. Le message est clair, tout ce qui n'est pas français est perçu comme suspect, voire même illégitime. Dernier incident en date, la décision de la justice interdisant l'usage de la langue corse dans les débats au sein de l'Assemblée de Corse, balayant d'un revers de main des décennies de lutte pour la reconnaissance de cette langue. Il ne s'agit pas d'une simple maladresse, mais d'un choix politique assumé dans le but d'étouffer toute forme de diversité linguistique. Ce lundi, nous apprenions que la Cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé un jugement portant interdiction d'utiliser la langue corse dans les débats de l'Assemblée territoriale de Corse et annulé ainsi les dispositions du règlement intérieur de la dite Assemblée. Le jugement repose sur une idée simple, basique, constitutionnelle aussi, posée dès l'article 2, la langue de la République est le français. Dès lors, parler, écrire corse dans l'Assemblée de Corse serait donc contrevenir à la loi. Et sont balayées d'ailleurs les volontés d'adaptation de l'exécutif territorial, offrant une traduction simultanée. En l'état du droit, commente un juriste, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l'inverse.
On a prêté aux langues régionales des défauts qu'elles n'avaient pas en considérant qu'elles étaient par exemple les derniers vestiges de la féodalité détruite, comme l'a dit l'abbé Grégoire. C'est une catastrophe cette idée, parce qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire du français la langue commune à côté des langues dites régionales, ça ne posait pas aucun problème, mais non, on a voulu faire du français la langue unique. Alors la terreur n'a pas duré assez longtemps pour y arriver, mais l'idée a été reprise malheureusement par l'école de la Troisième République. Dans les territoires d'outre-mer, la situation est encore plus criante. En Guadeloupe, Martinique, Guyane ou encore La Réunion, les langues créoles riches et vivantes, transmises de génération en génération, sont maintenant dans la sphère privée. Méprisées par l'institution scolaire, ignorée dans les services publics et totalement absente dans les décisions politiques. En 2008, lorsque le député des Pyrénées-Orientales s'exprime en catalan à l'Assemblée nationale, il est aussitôt rappelé à l'ordre. Un geste lourd de sens qui illustre le rejet institutionnel systématique de ces langues. C'est vrai, Madame la Ministre, je traduis Une réalité qui traduit une forme de domination culturelle héritée d'un passé colonial, toujours bien ancrée dans le présent, une France qui célèbre la diversité, mais peine à la vivre chez elle. Son refus persistant de reconnaître les langues régionales relève d'une forme d'oppression idéologique héritée d'un modèle centralisateur et colonial. D'abord, il y a cette oppression idéologique. L'école coloniale, la religion coloniale, l'interdiction pas de parler la langue, puisqu'on parle notre langue dans la vie courante, mais en tout cas de l'écrire, ou de lui donner un caractère officiel. Récemment, nous avons fait une demande dans ce sens à la CTM, collectivité territoriale de Martinique. Eh bien, nous sommes allés devant la justice française, qui ne veut pas. Parce que la République considère qu'elle est une et indivisible et qu'il n'y a qu'une langue dans la République, c'est la langue française. Et les autres langues que nous parlons dans nos régions sont considérées comme des sous-langues, des créoles, des patois, avec le mépris que l'on sait. Pendant que ces langues s'éteignent en silence, la France, elle, semble privilégier son image à l'international plutôt que sa mémoire collective. Cette politique d'uniformisation qui suscite l'inquiétude est non seulement perçue comme injuste, mais jugée dangereuse par de nombreux observateurs. La disparition progressive des langues minoritaires n'est pas une fatalité. C'est le résultat direct d'un système centralisé, rigide, qui peine à reconnaître la richesse des cultures locales. Pourtant, sur le terrain, des voix se multiplient. Parents, enseignants et militants, tous réclament le droit de transmettre leur langue, leur culture et leur identité aux générations à venir. Pour moi, c'est une évidence que les langues, ça doit être central dans cette école calédonienne. Et ça, on avait les textes qui le permettaient. Mais sur le terrain, concrètement, ça n'a pas marché. Si je peux raconter une petite anecdote personnelle, moi, on a refusé que ma fille apprenne le djihou à l'école maternelle parce qu'on m'a dit que c'était pas fait pour moi, que c'était réservé aux enfants de familles kanak et qu'elle allait perdre son temps en gros. Il est temps d'en finir avec cette vision archaïque d'une république monocorde, car protéger les langues régionales, c'est défendre une France plurielle, vivante et profondément démocratique. Et cet effacement culturel touche particulièrement les territoires d'outre-mer. Un front international de décolonisation a été créé en janvier dernier dans le but de plaider la cause de ces territoires rattachés à la France et qui subissent des inégalités profondes et des crises sociales récurrentes. Yamina Saïchi. La France maintient encore sous tutelle plusieurs territoires d'outre-mer, dont la Martinique, où la question coloniale demeure un sujet d'actualité. Face à cette situation, des militants appellent à l'internationalisation de leur cause, appelant à une décolonisation de leur territoire. Une revendication urgente en sachant que les richesses locales continuent d'être spoliées et utilisées par la France. L'internationalisation de notre lutte, comme je le dis, eh bien, prendra la direction des instances internationales. Mais nous avons un travail particulier à mener en direction de l'opinion publique française. Le second niveau se trouve au niveau aussi économique. Nous n'avons pas le développement que nous souhaitons. La Martinique est un pays qui a comme fonctionnement économique eh bien, une soumission à l'économie française. Certes, il y a des transferts, mais ces transferts d'argent
eh bien, sont récupérés par la France, par les impôts et par d'autres moyens. Et puis nous avons Kourou, en Guyane, où la France envoie ses fusées. C'est un endroit bien placé sur le globe terrestre pour justement lancer dans l'espace des fusées Ariane, etc. Donc c'est un enjeu aussi important pour la France. Et c'est justement dans cette perspective que le Front international de décolonisation a été créé. Il vise à fédérer les résistances et à inscrire les combats locaux dans une dynamique plus large. Le Front international de décolonisation s'est fixé la mission de rassembler les peuples qui se battent pour l'indépendance nationale, qui veulent rompre les liens avec la domination coloniale, les regrouper et internationaliser leur combat. Et en même temps, porter ce combat dans les instances internationales. Alors bien entendu l'ONU, le mouvement des pays non alignés, mais aussi les instances internationales des différentes régions. En Guadeloupe, la situation est grave. La population souffre, abus de pouvoir, inégalités profondes et crise socio-économique qui ne semble pas voir le bout du tunnel. Nous avons chez nous un certain nombre de problèmes qui sont récurrents. Par exemple, le problème de la chlordécone. Nous avons des milliers de personnes qui sont infectées par un pesticide que l'État français, colonial français, a délibérément laissé distribuer dans les plantations de bananes. Nous avons régulièrement des assassinats commis par les forces de l'ordre envers d'autres Guadeloupéens. Et à chaque fois, la réponse, c'est souvent le non-lieu pour tous les gens qui perpétuent ces crimes en Guadeloupe. De la Martinique à la Guadeloupe, les mêmes revendications émergent. Mettre un terme à ce système colonial que le gouvernement français refuse d'assumer et dont les peuples des territoires d'outre-mer continuent de subir les conséquences. Ces pratiques suscitent donc une résistance de plus en plus importante dans les territoires d'outre-mer. En Martinique, un homme illustre parfaitement l'injustice française. Hervé Pinto est la cible de persécution depuis plus de 10 ans, car il refuse de se plier à un système de spoliation et de violation des droits humains. Il s'exprime en exclusivité pour la télévision algérienne. Rina Lohari. Enracinée dans un système hérité de l'empire colonial, la France n'a pas dérogé à ses règles et ses pratiques discriminatoires, basées essentiellement sur les principes de domination, d'oppression, de négation des libertés, mais surtout la spoliation des terres. Dans les territoires d'outre-mer, ces mécanismes continuent de broyer les peuples, génération après génération. Dans cette stratégie, il y a la question de la spoliation des terres, c'est-à-dire du vol des terres, comme on le fait par exemple pour l'affaire Peto, qui est au Martiniquais, qui avait des terres, puis des Français sont arrivés, ont pris ces terres avec la complicité d'un certain nombre de juges, et c'est lui qui est condamné. Aujourd'hui, il est dans une situation de marronnage, c'est-à-dire qu'il a pris le maquis pour ne pas aller en prison. Il s'agit donc de l'affaire Hervé Peto. Voilà l'ensemble des éléments, des dispositifs qui sont mis en œuvre pour maintenir la domination coloniale dans notre pays. Alors évidemment, nous nous battons. Il y a des organisations comme le PALIMA, le Parti pour la libération de la Martinique, le MIM, le PKLS et d'autres qui mettent en place des contre-stratégies pour pouvoir faire l'éducation de nos peuples, organiser nos peuples et parvenir à l'indépendance de la Martinique. Alors où je vous parle, je suis pourchassé par la justice française. J'ai été condamné à 30 mois de prison parce que je réclame le respect des droits de l'homme. Parce que je refuse une escroquerie en bande organisée où l'oligarchie française, pour voler la terre de mon arrière-grand-père, né réduit en esclavage en 1838. Descendant d'esclaves et militant syndical, Hervé Pinto illustre parfaitement l'injustice française. Défenseur infatigable des droits des salariés, il est depuis plus de 10 ans la cible de persécution. Son seul tort, refuser l'injustice et de se plier à un système qui écrase sur son passage ceux qui osent protester pour défendre leurs droits, leurs terres et leur dignité. Je vis caché, je suis persécuté par le système français qui donne des leçons de démocratie un peu partout à travers le monde et qui n'hésite pas à violer sa propre constitution, donc violer les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, violer le droit international. La France aime se dire patrie des droits de l'homme,
Mais en Martinique et partout ailleurs dans les territoires qu'elle occupe injustement, elle continue à étouffer au lieu d'écouter et à punir au lieu de réparer, persécutant ceux qui dénoncent ces inégalités croissantes et réduisant ceux qui résistent au silence. Travail de mémoire oblige et cette cérémonie de recueillement à la mémoire des travailleurs algériens tombés martyrs lors de l'attentat à la voiture piégée exécuté par l'organisation de l'armée secrète OAS le 2 mai 62. Cérémonie organisée au port d'Alger. Il s'agit du 63e anniversaire de cette attaque criminelle. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative dédiée aux martyrs de cet attentat terroriste avant la récitation de la Fatiha du Saint-Coran. Et vous pourrez suivre à partir de 21h sur Canal Algérie un entretien réalisé par notre journaliste Afaf Belhouchet avec Florence Bouger, la journaliste et l'auteur d'une guerre sans gloire, où elle fait avouer des généraux français la torture qu'ils ont exercée en Algérie. Extrait de l'entretien tout de suite. Il a été initié par un article du Monde. Ce livre, il raconte en fait le retour de mémoire des années 2000, qui a été un phénomène assez marquant dans l'histoire. Il a été initié, je dirais, par un article du Monde le 20 juin 2000, l'histoire d'une femme, Louisa Thierry-Larize, qui disait qu'elle cherchait son sauveur, qui l'avait sorti des griffes de Massu et Bijard au siège de la 10e division parachutiste à Alger au 3e trimestre de 1957. Parce que Massu et Bijard étaient impliqués dans le récit et Le Monde les a publiés sans qu'on les ait interviewés. Donc Bijard a dit aussitôt qu'il allait faire un procès et qu'il allait mettre Le Monde à genoux. Et Massu, contre toute attente, lui a validé mon histoire. Voilà donc entretien à suivre à partir de 21h sur Canal Algérie. Et au Maroc, l'installation d'une enseigne de synagogue sur un campus ravive les tensions autour de la normalisation avec l'entité sioniste. Entre accusations d'ingérence et rejet populaire, le malaise et le désarroi grandit dans une société déjà fragilisée par la politique du Marsen. Yannis Saïd Boukras. L'installation d'une enseigne de synagogue à l'entrée d'un campus universitaire fait polémique. Si certains y voient un acte de reconnaissance religieuse, les étudiants, eux, dénoncent un symbole de plus dans une normalisation jugée intrusive et révélatrice d'une infiltration sioniste croissante dans les espaces publics. Il est clair que nous sommes du côté de la Palestine. Nous dénonçons également ce qui se passe à Gaza. Il faut que le crime sioniste cesse et nous demandons aux autorités marocaines de mettre fin à cette normalisation. Au Maroc, la fracture s'est accentuée. La population parle de capitulation politique, masquée sous couvert d'un choix stratégique. L'influence sioniste s'étend à des secteurs sensibles, terres agricoles, investissements et les centres de pouvoir. Nous ne savons plus vers qui se tourner. Les autorités marocaines font la sourde oreille et nous laissent livrer à nous-mêmes. Nous souffrons. Mais au-delà des enjeux géopolitiques, c'est un mal-être intérieur qui explose, répression des voix discordantes, précarité galopante, la rue marocaine grande. Pour le peuple, cette normalisation dépasse le cadre diplomatique. Elle cristallise le rejet d'un système accusé de sacrifier l'intérêt national au profit d'agendas étrangers. Pétrole, l'Algérie et 7 autres pays de l'Alliance OPEP+ ont décidé une nouvelle augmentation de leur production pétrolière à partir de juin prochain, accélérant ainsi leur plan de levée progressive des réductions volontaires. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion ministérielle ce samedi, tenue par visioconférence. Et ouverture ce matin des travaux des Assises nationales de la prévention et de la lutte contre le cancer, avec la participation de membres du gouvernement et de nombreux spécialistes. La rencontre de 2 jours a pour objectif d'élaborer une stratégie nationale contre cette pathologie à l'horizon 2035. On dénombre dans le pays en moyenne 60 000 nouveaux cas chaque année. Compte rendu de Badia Armani. Le cancer fléau mondial en constante progression continue de faire des ravages à travers le monde. Conscientes de l'urgence, les plus hautes autorités du pays ont décidé de passer à l'action en mettant en place une stratégie nationale de prévention contre le cancer couvrant la période 2025-2035. Le président de la République accorde une particularité spécifique ou bien spéciale pour cette pathologie et pour les malades cancéreux.
Pour ça, il a créé la Commission nationale de la prévention et lutte contre le cancer, qui a été attachée à lui directement. Un état sur le nombre du cancer en Algérie. On a enregistré en 2022 plus de 60 000 nouveaux cas. Près de 600 participants ont pris part à cet important événement qui s'est déroulé en plusieurs ateliers de travail, traitant entre autres de l'importance du dépistage, de la prévention, du financement et de la gouvernance, de même que du parcours du patient et l'accès au traitement. Les différents acteurs ont également mis l'accent sur la nécessité de la pratique du sport et d'une alimentation saine et équilibrée. Parce que le cancer est un vrai échec de la médecine. Donc des cancéreux, hélas, malheureusement, il y en a et il y en aura toujours, de plus en plus. Ces assises sont des assises nationales qui vont permettre de gérer le problème actuel de l'augmentation des nombres de cancers des cancéreux de par le monde et aussi au niveau de l'Algérie. Et ces assises sont arrivées à point pour régler toute la problématique qui se pose actuellement dans la prise en charge de ces patients. L'Algérie a fait de grands pas dans le domaine de la lutte contre le cancer, selon des experts internationaux dans ce domaine. Je viens assez souvent en Algérie pour des séminaires éducationnels, des collaborations. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de progrès, qu'il y a une volonté pour mettre en place la lutte contre le cancer. Face au défi du cancer, l'Algérie se mobilise pour préserver la santé de tous. Ces assises, justement, constituent un espace d'échange pour confronter les expériences, notamment avec les experts venus de Suisse, de l'Irlande, de l'Égypte, pour ne citer que ces pays. L'intelligence artificielle, sujet d'une rencontre internationale à l'université Farhat Abbas de Sétif. Et c'est la gestion des risques dans le monde des finances qui intéresse particulièrement les participants. Le recours à l'IA diminue considérablement les menaces et influence la prise de décision. Smaïl Belkaidia pour les détails. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des finances était au centre du programme du premier congrès international organisé à l'université Farhat Abbas de Sétif. Lorsqu'il est question de services financiers, il est également essentiel de prendre en compte les risques financiers, les risques liés à l'information ainsi que ceux relatifs à la cybersécurité. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle constitue un levier précieux en offrant de nombreux outils et solutions pour mieux gérer les risques majeurs. Les experts présents ont insisté sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le développement des finances. Le monde actuel est de plus en plus tourné vers les technologies de l'information et l'intelligence artificielle, qui influencent la prise de décision, les politiques et la gestion des données. En marge de cette rencontre, les startups présentes ont saisi l'occasion pour exposer leur innovation. On accompagne les personnes disposant de fonds à investir, et ce en les aidant à identifier des projets rentables dans le domaine et le lieu de leur choix, tout en sensibilisant à une gestion financière efficace. La caractéristique de cette application sont la gestion des comptes, la gestion du budget, la gestion des fonds électroniques, ainsi que le soutien financier et budgétaire. Les nouvelles approches en matière de sécurisation des transactions financières passent par le développement de l'intelligence artificielle dans le domaine économique. Et on reste à Sétif, qui a abrité le 3e tournoi national des académies de football. La compétition est à l'intention des jeunes joueurs en présence d'anciens professionnels qui partagent volontiers leur expérience. Il s'agit également de dénicher la perle rare capable de faire carrière dans ce sport. Smaïl Belkaidia. L'Académie universelle sport de Sétif a organisé au stade Gessab la 3e édition du tournoi national des académies de football pour jeunes regroupant une dizaine d'équipes participantes. C'est un peu comme un examen de fin d'année. Dans le cadre de leur formation, il est essentiel que ces petits joueurs développent leurs compétences personnelles, comprendre ce que signifie la compétition, le stress, la rivalité. Tous ces aspects font partie des objectifs qu'on cherche à leur inculquer. Encadrés par d'anciens joueurs professionnels, les académiciens se sont donné la réplique dans un esprit de fair play. Il est très important d'investir dans ce genre de club et de miser sur la jeunesse algérienne, car il y va de l'avenir du pays.
Ces tournois permettent de découvrir des jeunes talents qui, nous espérons, contribueront, qui donneront un nouvel essor au sport algérien et au football en particulier. Notre présence ici témoigne de notre soutien à ces jeunes. Je suis content d'être ici car j'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants d'autres wilayas. Lors de ces tournois, nous encadrons les enfants et leur apprenons la discipline à travers la sensibilisation pour éradiquer le phénomène de la violence dans les stades. La fin du tournoi a été l'occasion pour les organisateurs de récompenser les lauréats qui sont montés sur les différentes marches des podiums de ces joutes footballistiques juvéniles. Clap de fin pour le Festival des sports d'Alger qui a transformé la capitale en un véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour cette dernière journée. Le parc Dounia, Riyad El Fath ont proposé des activités et des loisirs complètement différents l'un de l'autre. Mais le moins que l'on puisse dire est que cette troisième édition a été d'une grande richesse émotionnelle. Le compte-rendu de Maïsal Bouel. Alger célèbre toujours le sport avec cette troisième et dernière journée du festival qui, une fois de plus, a tenu toutes ses promesses. Sous un soleil radieux, les familles ont trouvé refuge au parc Dounia. Transformé pour l'occasion en une véritable oasis urbaine, l'espace aquatique soigneusement aménagé a conquis petits et grands avec une large palette d'activités. Char à voile, canoë, kayak ou encore paddle, de quoi ravir les amateurs de sensations, qu'elles soient douces ou plus intenses. Le sport était également à l'honneur avec le marathon VTT de 40 km, une compétition qui a réuni des cyclistes venus de divers horizons, offrant un beau moment de sport, de partage et de performance, au grand plaisir du public venu nombreux. On doit prendre en considération la demande de la jeunesse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent actuellement. Il n'y a pas rien que le football. C'est-à-dire maintenant, ils découvrent avec ce festival d'Alger, deuxième édition, ils sont en train de découvrir des nouveaux sports, enfin pas des nouveaux, mais pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le site Riyad El Fath battait lui aussi au rythme de l'événement, dans une ambiance mêlant tradition et modernité, l'activité phare de la journée a rassemblé des dizaines de jeunes passionnés. Entre cris d'engagement et figures spectaculaires, ils ont dévalé les pentes d'Alger avec agilité pour le plus grand bonheur des spectateurs. Alors que le rideau tombe sur cette édition du festival, El Bahja nous aura réunis et gardera des souvenirs et des moments de joie, de sport et de partage. Au-delà des festivités, c'est une véritable célébration de la diversité et de la jeunesse qui s'est exprimée, offrant une image plus libre, plus joyeuse de la capitale. Et on va à un autre site de ce festival des sports d'Alger, la Marina des Stablettes, où ont été organisés un triathlon pour adultes et une course pour enfants autistes. La compétition qui a apporté beaucoup de joie aux plus jeunes et qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. Ambiance chaleureuse rapportée par Sarah Delbel. Pour la deuxième journée du Festival des sports d'Alger, direction la Marina des Sablettes, baignée par le soleil, l'énergie et la bonne humeur. Sur place, des athlètes prêts à relever le défi du triathlon XS. Au programme, 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Près de 100 athlètes ont pris le départ dans une belle ambiance. Pas de compétition acharnée ici, mais l'envie de partager et de se dépasser ensemble. Un bilan sur 3 jours de compétition, de performance, de challenge, de défis et surtout de joie. Sous le slogan de l'Bahja Tibana, effectivement, tous nos athlètes et nous, en tant qu'organisateurs, toutes les ligues partenaires, les ligues jeunesse et sport, nous étions dans cet esprit de l'Bahja. Nous avons aussi profité de ce site, de cet espace qui offre cette opportunité de pratiquer notre sport qui est le triathlon.
Pour le troisième jour, c'est aujourd'hui, donc le troisième et dernier jour de ce grand festival. C'était une course dédiée aux juniors élite et master pour le triathlon XS, suivi d'un duathlon pour les enfants atteints d'autisme. J'ai participé, j'ai gagné la première place et je suis très contente. J'ai ressenti ce que ressentent les triathlètes, c'est ma première participation dans le triathlon. Et la nage, c'était vraiment difficile parce que tous en même temps comme ça, j'ai eu un genou et une gifle. C'était très drôle. Et la transition bien le vélo et la course avec les chaussures spéciales vélo, on dirait un cap-cap. J'avais l'impression d'être une mariée qui se sauvait du mariage. C'était drôle, c'était très éprouvant, c'était intense. Pour question ambiance et organisation, c'était génial. Juste après, l'émotion a été au rendez-vous avec l'organisation d'un duathlon spécialement dédié aux enfants autistes, où le sport a prouvé qu'il était bien plus qu'un effort physique, un langage universel. ان شاء الله التظاهره هذه تعم واني فرحانه كاع بولادي كما يقول لك ان شاء الله العام الجاي تكون مظاهره احسن من هذا الشيء ان شاء الله. اليوم درنا ركاب على الدراجات وفرحنا. Je suis une athlète basket ou cycliste. ان شاء الله يكثروا في هذه المظاهرات يفرحوا لي زونديكابي هادو. عجبتني الحاله اللي انا الصابلات. الله Tout autour, les activités ne manquaient pas. Le site s'est transformé en une grande aire de jeu ouverte à tous. Alger ne s'arrête pas aujourd'hui de faire, elle clôture le festival, mais elle ne s'arrête pas d'être une ville et une capitale sportive. Ce jour-là à Alger, ce n'était pas qu'un événement. C'était un vrai moment d'unité, un souffle d'espoir, une célébration de ce que l'Algérie a de plus précieux, sa jeunesse, sa richesse humaine et ce désir profond de faire corps ensemble. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.